un représentant de la DCIS qui va le présenter en quelques minutes, hein, voilà, pour laisser la place aux parties voilà, les plus importantes de la réunion qui seront donc consacrées à la présentation des achats avant commercialisation, donc des PCP, puis la stratégie d'achat retenue spécifiquement pour le projet Intercept. Donc là, je laisserai pour ces 2 points la parole à la DEPAFI. Ensuite, nous aurons toujours sur le projet Intercept la présentation des cas d'usage qui nous intéressent, nous, en tant que représentants des forces de sécurité dans le projet, l'analyse de l'état de l'art qui est liée, et enfin donc les objectifs poursuivis pour cette consultation ouverte du marché et l'organisation de nos activités. Next slide, please, Nina. Thank you. Donc, premier point, donc la présentation des intervenants et du projet Intercept. Next slide, please. Thank you. Donc, la présentation du projet Intercept, effectivement, qui est un des multiples projets auxquels la DCIS et la DEPAFI participent conjointement. Voilà, nous travaillons voilà, annuellement sur un certain nombre de projets. Je m'entends en écho, je ne sais pas. Il me semble que c'est du côté de Georges. Donc, le projet Intercept qui a pour principal objectif de renforcer les capacités des autorités européennes donc de maintien de l'ordre en leur fournissant des moyens efficaces et sûrs pour arrêter les véhicules à distance. Le cœur du sujet, donc voilà, c'est l'arrêt des véhicules à distance pour éviter des situations type refus d'obtempérer, voilà, enfin, ou des situations de perte de contrôle de véhicules, etc. Voilà, c'est ce qui nous intéresse dans le cadre de ce projet-là. Intercept vise véritablement à identifier les lacunes technologiques actuelles, à réduire les vulnérabilités existantes et à améliorer l'efficacité de nos opérationnels voilà, dans les sujets donc, de refus d'obtempérer et de perte de contrôle de véhicules. Et sur cette base, donc, un ensemble de cas d'usage qui va vous être présenté a été élaboré, des cas d'usage de sécurité et les défis associés qui répondent spécifiquement aux problématiques de nos opérationnels, à 3 grandes problématiques de nos opérationnels sur ce thème qui vous seront présentés et qui servent de fondement donc, à la mise en place du marché public, donc du PCP, tel qu'on va également vous le présenter dans quelques instants. Next slide, please. Donc, nos objectifs, 3 objectifs principaux dans le cadre de ce projet. Donc, voilà, 3 ambitions principales. Tout d'abord, la consolidation des attentes en matière de technologies innovantes de sécurité. Voilà, nos opérationnels et nos forces de sécurité visent à développer davantage leurs acquis technologiques sur le sujet et à accroître également leur capacité de réaction face à des problématiques toujours mouvantes avec l'évolution des véhicules tels que nous les connaissons aujourd'hui, avec une adaptation au nouveau marché des véhicules et donc voilà, répondre à une consolidation des attentes sur ce sujet. Ensuite, une prise de décision mieux informée en ce qui concerne les investissements. Donc là, ce sera plutôt sur la partie achat. Voilà, améliorer la prise de décision concernant l'investissement dans ces technologies, où le ministère de l'Intérieur ou les représentants du ministère de l'Intérieur voient un potentiel de développement technologique pour les questions liées donc, à l'interception des véhicules. Quelles sont les grandes problématiques et quelles sont les grandes technologies innovantes qui peuvent intéresser nos forces de sécurité. Et enfin, donc, le renforcement de capacités d'innovation des acheteurs publics, voilà, la capacité d'accroître donc l'innovation des acheteurs publics français et européens sur les questions liées à l'interception des véhicules. Next slide, please. Donc, qui sont les bénéficiaires? Alors, il y a plusieurs types de bénéficiaires. Je vais les diviser en 3 grands types. À l'écran, vous en avez davantage, mais je vais les diviser en 3 grands types. Les bénéficiaires qui, donc, dans le cadre du projet Intercept, vont chercher à obtenir des résultats diversifiés et qui coïncident les uns avec les autres. Alors, tout d'abord, les forces de sécurité ainsi que les autorités locales ont un intérêt dans le projet Intercept, puisque les deux visent à être dotés d'outils répondant à leurs attentes lors des missions quotidiennes qui peuvent parfois représenter un immense danger. Voilà, dans le cas de refus d'obtempérer, voilà, nous avons à déplorer un certain nombre de pertes, voilà, parfois dramatiques. Donc, voilà, visant à répondre à nos attentes pour voilà, éviter ces dangers et pour y répondre de façon pérenne. Ensuite, les acheteurs publics, d'autre part, les acheteurs publics, les décideurs, ainsi que les industriels, ainsi que les décideurs publics, en accroissant la capacité de contact et d'achat auprès d'entreprises,
qui vise spécialement à répondre aux besoins de nos agents opérationnels. Donc ça, c'est le deuxième grand acteur. Troisième grand acteur, les industriels et les fournisseurs technologie, ainsi que les constructeurs automobiles, en établissant une relation avec les forces de sécurité françaises et européennes dans le but de répondre à une potentielle commande publique, comme c'est le cas dans les PCP et comme ce peut être le cas dans le projet Intercept. Et enfin, les organismes de recherche en développant leurs connaissances sur les sujets innovants sur une telle demande publique en lien avec les industriels et les forces de sécurité pour voilà, entendre à la fois le besoin des forces de sécurité d'une part et les capacités d'y répondre de nos services industriels d'autre part. Et également, donc, on peut également citer la société civile et les citoyens qui, par le biais d'un tel projet, des projets européens dans leur ensemble et par le biais du projet Intercept, spécifiquement sur l'interception des véhicules, dans le but d'améliorer leur sécurité au quotidien sur les routes et dans les espaces publics. Next slide, please. Présentation très brève du consortium, donc un consortium d'une douzaine de membres, 11 en tout, 11 partenaires, dont et également un partenaire associé qui représente, voilà, vous l'avez sur la carte de l'Europe, différents acteurs à la fois publics et privés, donc les acteurs publics qui sont incarnés par les ministères de l'Intérieur dans un certain nombre de pays, donc bon, la France, et également l'Espagne, la police néerlandaise et le ministère de l'Intérieur finlandais, par exemple, et également donc des acteurs privés, des acteurs représentant justement le secteur industriel. Je pense notamment à Corvers aux Pays-Bas et à Diginov en Italie. Next slide, please. Donc, un projet qui suit ainsi un déroulement coordonné, voilà, un processus coordonné avec différentes étapes clés, un certain nombre d'étapes voilà, qui visent à la réalisation pleine et entière du potentiel des partenaires sur la question de l'interception des véhicules. Donc, tout d'abord, un projet qui a commencé par la mise en place d'un groupe d'acheteurs potentiels et qui a ensuite donné lieu, après son lancement, à l'analyse de pratiques de sécurité et l'élaboration de cas d'usage, les cas d'usage qui vous seront détaillés dans quelques instants. Également, ces cas d'usage s'adossent sur une formation sur les achats innovants, sur une analyse de l'état de l'art technologique et sur une validation finale de cas d'usage, 3 cas d'usage que nous étudierons plus spécifiquement. La préparation du marché public pré-commercial dans un ensemble de documentation et l'organisation, donc comme aujourd'hui, de consultations ouvertes de marché dans différents pays, puisque voilà, cette réunion qui a lieu en français s'accompagne d'autres réunions qui ont lieu également cette semaine dans toutes les langues de tous les partenaires présents dans le projet, en finnois, en slovaque, en polonais, enfin dans toutes les langues, dans le but voilà, d'établir un contact entre les ministères de l'Intérieur, entre les représentants des forces de sécurité d'une part et les industriels d'autre part. Next slide, please. Et c'est donc là que je laisse la parole plus spécifiquement sur les achats avant commercialisation à la DEPAFI et à mon collègue Georges pour présenter plus spécifiquement donc dans l'articulation donc du projet Intercept, comment en fait le projet Intercept peut répondre aux problématiques donc des achats avant commercialisation et comment il s'inscrit véritablement dans la réalisation de ces objectifs en lien avec le service industriel. Donc je laisse Georges prendre la parole sur le sujet. Merci Lucas, merci pour cette introduction du projet qui montre bien effectivement d'où nous partons et vers où on souhaiterait continuer dans cette démarche. Donc vous l'aurez compris, l'idée, comme tous les services de sécurité en Europe, c'est de nous doter de forces complémentaires en matière de capacités qui sont données aux opérationnels pour pouvoir donc travailler au quotidien. Ici, je vais vous parler de la demande finalement d'achat public qui devra accompagner l'identification des solutions technologiques qui puissent répondre à ces défis. Nous sommes, vous l'aurez compris, dans un cadre européen, donc nous sommes soumis à une application des règles qui se veut assez stricte d'un point de vue des principes, évidemment, de la Commission européenne, mais qui, vous le verrez dans le processus, nous permet une certaine souplesse lorsqu'on est dans le domaine d'achat d'innovation. Donc, les achats avant commercialisation ou les achats pré-commerciaux, qu'on appelle dans le langage européen PCP comme Pre-Commercial Procurement, c'est un sigle que vous allez retrouver certainement dans les slides, puisqu'elles ont été reprises dès la présentation principale.
Les achats d'innovation, if you go to the next slide, please, se réalisent lorsque les acheteurs publics, donc un ministère de l'Intérieur comme le nôtre, ou d'autres entités publiques, achètent des services de recherche et développement dans le but de déployer des solutions innovantes qui sont pionnières. Ces solutions doivent répondre à des cas spécifiques, à moyen et long terme dans le secteur public. Et ce qui est intéressant dans cette démarche, et vous le verrez tout au long du processus, c'est qu'on part de quelques briques d'innovation technologique qui puissent exister pour pouvoir donc trouver la réponse qui sera la mieux adaptée à des situations réelles ou testées. Et on passera donc par plusieurs étapes pour arriver finalement à un produit plus ou moins finalisé et commercialisé et passer donc à un achat d'innovation. Le schéma que vous voyez à l'écran, c'est le schéma qui est utilisé aujourd'hui par tous les pays membres de l'Union européenne lorsque on est dans l'utilisation de cet outil d'achat d'innovation. Donc, vous voyez, il y a deux grandes phases. La première phase qui sera dédiée donc, à l'achat des services de recherche et développement. Donc, on n'achète pas un produit terminé, c'est important de le souligner, mais on va passer par un processus de identification des carences technologiques, identification de besoins, définition de cas d'études, des cas d'utilisation, et on va passer par une priorisation des sujets et on va choisir donc les fournisseurs potentiels qui vont s'aligner à ce développement pour arriver donc à la deuxième phase de l'achat d'innovation qui est la partie que vous voyez en bleu. Ces marchés donc, sont un outil qui permettent de relever ces défis. Ils sont utilisés aujourd'hui dans plusieurs segments, notamment dans le segment de la santé, la sécurité évidemment, et qui relèvent des défis de la société comme le changement climatique, l'efficacité énergétique, les transports, etc. If you go to the next slide, Nina, please. Ici, vous voyez les trois grandes étapes de ce que l'on appelle les achats d'innovation. Donc, on a tout au début la première phase d'action préparatoire. C'est la phase sur laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui avec le projet Intercept. C'est-à-dire qu'on va préparer le terrain. On va sonder le marché, on va identifier les manques technologiques et les besoins de nos services. Et si on a des opportunités d'aller plus loin dans le marché, on va la deuxième phase qui est la phase de achat avant commercialisation, donc l'achat des services de recherche et développement pour arriver, comme je le disais, à l'achat d'une solution innovante à la fin, donc les trois phases que vous voyez à l'écran. If you go to the next slide, Nina, please. Donc, dans les actions préparatoires, ce sont des actions de coordination et soutien qui sont prévues dans le programme des financements de la Commission européenne. En l'occurrence, on fait référence au fonds Horizon Europe, qui nous permet donc au service de sécurité européenne de prévoir les challenges et les situations complexes en matière de sécurité pour pouvoir donc explorer le marché, se réunir comme nous l'avons fait avec le consortium et trouver donc des partenaires potentiels pour partager cette démarche et donc préparer le marché. Next slide. Dans cette deuxième phase, c'est donc la phase où cela commence à se concrétiser par ce qu'on appelle les achats avant commercialisation ou le pre-commercial procurement. Ici, vous l'avez vu, on va passer par plusieurs niveaux d'exploration des solutions existantes sur laquelle on va travailler avec des fournisseurs potentiels et on va développer une réponse à ces challenges. Donc, à la fin de la première phase, où on aura exploré donc les solutions existantes et l'évaluation du type de réponse qui est donnée en matière technologique. On devra donc réduire évidemment le nombre de fournisseurs qui, pour des raisons d'investissement ou de développement, ne vont pas suivre jusqu'à la fin de la procédure. Donc, on pourra passer à un nombre réduit des fournisseurs avec qui on va développer le prototype et commencer donc les tests pour arriver à la phase 3 où on pourra donc développer les premiers produits qui seront presque prêts à être commercialisés. C'est important de le souligner puisque l'objectif de cette phase de PCP est d'arriver à un niveau de maturité technologique, je vous en parlerai après,
assez élevé pour pouvoir donc ouvrir le marché et passer donc à un achat classique d'innovation qui est la phase donc en bleu. Next slide. Et dans cette dernière phase, si nous y parvenons, on va concrétiser l'achat des solutions innovantes et potentiellement, on devra à nouveau, puisque la réglementation nous l'impose, s'ouvrir au marché et identifier potentiellement des fournisseurs ou des opérateurs économiques qui n'auraient pas été identifiés, mais qui auraient développé une solution entre-temps. C'est juste l'application de la directive européenne en matière de commande publique et, en ce qui nous concerne en France, le code de la commande publique pour choisir donc avec les principes qui sont ceux de la commande publique, le meilleur fournisseur des solutions technologiques. If you go to the next slide, please. Ici, c'est un rappel de cette échelle qui est assez répandue dans le milieu de la recherche. C'est l'échelle qui a été produite par la NASA et qui parle du niveau de maturité technologique des solutions qui sont proposées. Ici, ce qui est important de retenir, c'est que notre projet devrait commencer avec un niveau de maturité technologique entre 3 et 4, c'est-à-dire on a un ensemble de besoins qui ont été identifiés, des cas d'utilisation et des technologies existantes ou des briques technologiques, avec la production des prototypes, la validation, voire la démonstration si on arrive au niveau 7, pour pouvoir donc passer à l'échelle au niveau, à partir du niveau 7 jusqu'à 9, pour donc acheter des solutions innovantes. Ce niveau de maturité va nous conduire également à faire le meilleur choix en matière d'achat public et donc utiliser le meilleur mécanisme pour concrétiser finalement et finalement passer une commande sur la solution qui aurait été identifiée. If we go to the next slide, please. Alors, plus concrètement, qu'est-ce qu'un achat avant commercialisation? Donc, le PCP, c'est une approche qui permet aux acheteurs publics, donc les entités publiques comme le ministère de l'Intérieur ou d'autres organisations de sécurité, d'acheter, je le disais, des services de recherche et de développement. Donc, attention, on n'achète pas un produit terminé et disponible dans le marché, on achète des services de recherche et de développement. Ça change véritablement les relations que l'on a avec nos fournisseurs potentiels, puisque on construit une réponse ensemble et on avance main dans la main, si je peux dire. Et voilà, si à la fin de cette procédure de PCP, on aura trouvé une solution, on viendra donc sur la dernière phase, celle de l'achat public. C'est pour ça que nous faisons donc ces opérations de marché, de consultation de marché qui sont entièrement ouvertes, donc accessibles à tous ceux qui potentiellement pourraient répondre à nos besoins. Et petite information, on l'a dit au départ, mais si jamais vous l'avez manqué, ce webinaire sera disponible en enregistrement sur le site internet d'Intercept. Si vous avez manqué une information ou si vous avez besoin de revenir sur un point spécifique, ceci répond évidemment à l'obligation de transparence qui est donc omniprésente dans le processus. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que le marché, cette typologie de marché en PCP, ou en achat avant commercialisation, est véritablement l'instrument qui nous permet d'acheter l'innovation. Dans les autres cas de la commande publique, vous avez donc l'achat des solutions qui sont déjà disponibles dans le marché, donc qui ne nécessitent pas, a priori, des modifications particulières ou d'adaptation à nos besoins. Ici, on parle vraiment de quelque chose qui n'est pas disponible dans le marché, ou peut-être pas intégralement, et qui devra donc répondre à des défis qui sont donnés par les services utilisateurs. Je salue d'ailleurs la présence de notre collègue de l'administration des douanes, puisqu'ils font partie effectivement de ce qu'on appelle les utilisateurs finaux dans ce type de solutions et qui nous ont accompagnés tout au long du processus, puisque l'approche est également importante de ce point de vue. If you go to the next slide, please. Donc ici, vous voyez où nous en sommes aujourd'hui. Donc le projet Intercept, donc tout le processus d'achat d'innovation. Nous sommes donc à la phase 0, dans laquelle donc, on identifie les besoins, on identifie les priorités,
et on identifie notamment les besoins fonctionnels. C'est très important de le souligner. On a évidemment à ce stade quelques conditions, quelques paramètres qui ont été identifiés par les services de sécurité notamment, et qui vont tout de même permettre de cibler un certain type de technologie de manière plus ouverte, évidemment, mais c'est-à-dire pour ne pas comment dire, laisser ouvert évidemment les réponses à tout type d'industrie. If we go to the next slide, please. Donc ici, dans une autre forme de présentation, vous avez les phases du PCP. On commence donc par cette phase préparatoire dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, avec l'évaluation des lacunes technologiques et des besoins. On commence à évaluer et comment dire, à explorer ce qui nous propose la commande publique pour finalement pouvoir acheter la solution en cours de route. On passera par une phase d'appel d'offres qui sera ouverte dans un premier temps, c'est-à-dire qu'on va consulter le marché pour savoir quelles sont les solutions que vous pourriez potentiellement proposer. On passe donc autre phase du PCP que je vous ai cité précédemment, avec la conception d'une solution, avec quelques fournisseurs qui seront triés sur la base des critères qui ont été définis avec l'ensemble du consortium. C'est important également de le souligner, c'est-à-dire c'est un choix collégial. Et donc, se suivront par la suite donc, les phases de développement des prototypes et de validation opérationnelle, avec notamment la réalisation de pilotes qui vont nous permettre de nous placer plus en situation réelle. Next slide. Alors, comment ce mécanisme permet à notre industrie et à tous les bénéficiaires de bénéficier? Alors, ça peut paraître un peu complexe d'un point de vue réglementaire, puisque, encore une fois, nous sommes dans un cadre européen qui nous oblige à garder, à être très vigilants sur le respect des principes de la commande publique, de liberté d'accès, transparence et égalité de traitement. Mais les bénéfices attendus sont assez nombreux, que ce soit pour les utilisateurs finaux, puisqu'on pourra, si tout va bien, proposer des produits d'une meilleure qualité à un prix raisonnable. Pour les industries, évidemment, c'est le développement des innovations et le développement de l'entreprise avec des plans d'investissement qui seront mieux ciblés. Une participation ouverte, notamment aux utilisateurs finaux, qui auront donc leur mot à dire sur les solutions qui répondent en tout point aux exigences réglementaires, aux exigences de sécurité, des protections de l'environnement, etc. Donc, ça permet à tout le monde de donner son avis là-dessus. Pour l'industrie, sur la participation, elles sont systématiquement convoquées à cette consultation ouverte de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination sur la typologie d'organisation ou d'entreprise ou d'opérateurs économiques de manière plus large, de participer. Et on aura, donc on le présentera un peu plus tard dans la suite du processus, des sessions de mise en relation avec d'autres confrères et partenaires de l'industrie pour trouver des solutions qui pourraient être complémentaires et apporter une solution aux différents défis. Une contribution, évidemment, sur le projet d'un futur marché public. Donc, les utilisateurs finaux vont participer à cette élaboration des pièces du marché et à toute la phase de préparation d'appel d'offres. Pour l'industrie, vous aurez l'opportunité, et c'est quelque chose qui est à souligner dans le SCP, c'est-à-dire que dans peu d'occasions, vous avez la possibilité de finalement définir le besoin avec l'administration. C'est important de le savoir. Le plus souvent, on nous critique, et c'est parfois juste, que nos cahiers des charges sont un peu à côté de ce que l'industrie fait véritablement. Donc ici, on aura l'occasion d'échanger tout au long du processus pour savoir est-ce qu'on achète, comment on le produit, comment on va le développer par la suite. Donc c'est ce travail collaboratif avec l'industrie et les acheteurs publics. Des échanges sur l'expertise liés à la capacité d'arrêter des véhicules à distance, avec évidemment la condition sine qua non de pouvoir le faire en toute sécurité et en évitant un maximum les dommages collatéraux. Donc, Lucas le disait en introduction,
les statistiques, malheureusement, montrent aujourd'hui que c'est un phénomène qui se répand de plus en plus en Europe. Et donc, on aura les façons de nourrir les échanges avec cette expertise qui est attendue à la fois des services de sécurité, mais également de ceux qui travaillent pour produire des solutions innovantes. Donc, pareil, sur le soutien, nous avons donc la participation active des utilisateurs finaux, des partenaires en relation avec les sujets d'arrêt des véhicules, avec des partenaires industriels. Il y aura évidemment, en fonction du type de véhicule concerné, un travail qui sera à faire avec l'industrie automobile, vous l'aurez compris, pour donc avoir la meilleure réponse finalement sur des systèmes interopérables et qui seraient donc adaptés à tout type de véhicule. Nina, please, next slide. Donc, très rapidement, sur les phases d'appel d'offres dans le cadre du PCP, donc, on est dans le cadre de la directive européenne de manière générale, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a une souplesse qui est celle de pouvoir échanger avec vous en direct, comme nous le faisons aujourd'hui, bien avant de lancer l'appel d'offres, et on a donc une flexibilité qui n'existe pas dans les appels d'offres classiques, les appels d'offres ouverts, par exemple en France, dans lesquels vous avez des délais très spécifiques avec un certain nombre de formulaires et des documentations à remplir. Ici, nous sommes dans un cadre un peu plus flexible qui nous permet de changer. Donc, l'intégralité de la directive européenne ne s'appliquera pas au processus, mais il est certainement encadré par des acheteurs de manière classique. Donc, on passera par les 3 étapes. La première qui fait écho à cette obligation de transparence avec la publication des avis des préinformations, avec l'information qu'on va vous donner sur la participation à ce type de webinaire, des sondages, des RFI, etc. Ce sont des démarches, des communications et des discussions avec vous qui vont nous permettre donc d'être entièrement transparents, et c'est le cas évidemment avec nos partenaires. On présentera les offres avec l'évaluation et l'attribution des marchés, donc on passera par une évaluation classique sur la base des critères qui seront définis en amont pour évaluer à la fois les capacités des fournisseurs, la réponse technologique vis-à-vis des situations, des cas d'usage, et donc avec les phases d'attribution et de notification du marché de manière assez classique. Et à la fin, donc bien évidemment, on complétera avec la phase d'exécution du marché, avec des règles sur l'exécution, l'évaluation, la passation des commandes, etc., le paiement et la clôture du contrat. If we go to the next slide. Donc ici, je vais vous présenter le travail qui a été réalisé par notre partenaire grec, qui est la société de consulting Kemea, qui a une expertise assez remarquable dans le plan européen sur les achats d'innovation et surtout, il faut le remarquer, sur les achats conjoints. Alors c'est une des conditions de la Commission européenne, c'est-à-dire que ces démarches-là, en plus de répondre aux exigences des directives européennes, elles doivent s'accompagner par une démarche partagée et conjointe avec d'autres pays membres. C'est-à-dire que, évidemment, que le ministère de l'Intérieur français pourrait lancer son appel d'offres et trouver des solutions innovantes sur ces domaines-là. Et d'ailleurs, on l'a fait en mode expérimental pour identifier quelques solutions. Ici, nous sommes dans le même contexte, mais avec des partenaires européens. Et ce qui permet potentiellement pour vous d'ouvrir le marché et d'avoir des partenaires au niveau européen. C'est important de le souligner. If we go to the next slide, Nina, please. Donc ici, vous avez un panorama des points que nous avons pris en considération dans la définition des stratégies, des achats, des solutions innovantes, avec évidemment une première phase détaillée sur la définition des principaux aspects de la passation des marchés, des recherches et développement, c'est-à-dire comment on fait aujourd'hui de l'achat, de la recherche et développement. Donc on s'est appuyé sur l'expertise de nos collègues grecs, mais aussi polonais, espagnols, etc., français, qui ont eu l'occasion d'acheter des services de recherche et développement, et tous les points clés qui sont à retenir dans la préparation du cahier des charges, dans les choses, en gros, à dire ou ne pas dire dans un cahier des charges, la transparence, etc.
On a identifié peut-être les procédures de marché qui seront la plus adaptées pour porter cette innovation, avec des questions relatives aux droits des propriétaires intellectuels, qui seront aussi importants dans ce type de démarche, puisqu'on achète une solution qui n'existe pas aujourd'hui. Et donc, il va y avoir une production intellectuelle qui sera éventuellement à partager, à céder à celui qui l'a produit, etc. Donc, toutes ces questions-là vont être regardées par des experts en la matière. Cette stratégie intègre également des phases dans l'appel d'offres qui vont nous permettre donc d'évaluer les solutions innovantes et de faire le choix finalement sur celles qui seraient les plus pertinentes. Tout ça sera fait sur la base des critères précis, non discriminants et avec les définitions technologiques finalement qui sont attendues pour faire notre choix. Nous avons étudié le cadre juridique aussi. Est-ce qu'une solution qui serait achetée au niveau européen est la même que l'on pourrait utiliser au niveau espagnol, français, etc., avec les implications de l'utilisation, de l'acceptabilité de la solution envisagée. Donc, le cadre juridique est également une des composantes de cette stratégie qui est à l'étude. Et donc, nous arrivons à cette approche des achats avant commercialisation qui vont nous permettre donc de mieux répondre à ces défis avec une ouverture du marché, avec l'évolution du nombre de fournisseurs qui seront choisis tout au long du processus et donc avec une proposition d'une solution adaptée. If we go to the next slide, please. Je ne veux pas trop m'attarder sur ce schéma qui est un peu petit, donc il sera également disponible avec le reste des webinaires en ligne, évidemment. Ici, je voudrais juste rappeler que cette procédure doit répondre à une procédure conjointe de passation de marché, c'est-à-dire que on aura dans la phase de PCP un acheteur public, il faut entendre acheteur public par une entité publique qui prendra donc le leadership dans la passation des marchés. Et cette entité publique européenne prendra donc en charge la passation des procédures de marché et embarque tous les autres acheteurs publics et services bénéficiaires dans le même contrat. Cela facilite énormément les choses puisqu'on parle d'une seule procédure de passation des marchés qui sera donc ouverte à tous les pays participants dans le processus, mais qui pourront éventuellement aboutir, mais ça on le verra dans la phase d'achat d'innovation, à des contrats passés au niveau national. Je veux juste insister là-dessus, puisque ça peut vous rassurer, en matière d'application du droit. Nous sommes dans un cadre européen, mais il y aura des spécificités sur l'application des solutions sur les règles classiques des passations de marché, délais de paiement, etc. Donc ça aussi, c'est important de le souligner. Tout cela se concrétise évidemment par la signature d'une convention avec les partenaires, dans lesquelles chaque pays membre accepte évidemment de participer au consortium pour acheter les solutions et s'engage en quelque sorte à continuer dans le processus. Et l'acheteur leader devra donc s'engager à passer la procédure de marché et sera donc l'interlocuteur principal. Évidemment, vous l'aurez compris, on a des bénéfices directs de ce type de démarche, les économies d'échelle, un marché plus important pour les investisseurs et aussi une réponse harmonisée et voire standardisée dans certains cas au niveau européen. C'est important puisque l'objectif est également de chercher donc une résilience par une réponse organisée et standardisée. If you go to the next slide, please. Juste pour rappel, le PCP, c'est une approche progressive dans laquelle on passe par des phases de conception, de mise en œuvre des prototypes, de validation des solutions, je le disais, et qui est donc aujourd'hui au cœur des préoccupations de la Commission européenne lorsque on finance de l'innovation. Donc c'est quelque chose que je vous invite à intégrer dès aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut évidemment
faire en sorte de proposer des solutions innovantes, mais il faut se poser la question de l'achat, surtout lorsque vous avez affaire à des acheteurs publics. La Commission a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et on a donc ce mécanisme, dont le PCP, mais qui n'est pas le seul, pour pouvoir acheter des solutions innovantes qui vont répondre à ces défis. Nina, if we go to the next slide. Ici, vous avez juste un rappel, finalement, des types de procédures qui permettent aujourd'hui d'acheter des solutions innovantes. On a les procédures ouvertes classiques, dans lesquelles tous les opérateurs économiques, entreprises, industries, organismes de recherche, peuvent soumettre une offre complète et c'est la plus fréquemment utilisée. On a des procédures restreintes dans lesquelles on fait un premier tri par rapport à des critères qui concernent la candidature et les capacités des opérateurs économiques à répondre, et puis une deuxième phase avec une offre. Des procédures concurrentielles avec négociation dans lesquelles il y a donc cette composante de tour de négociation dans lesquelles on peut perfectionner ou changer sur certains aspects de notre cahier des charges. C'est aussi très important lorsqu'on parle d'innovation. Et enfin, le dialogue compétitif qui nous permet d'être un peu plus proche de cette procédure de PCP et PPI que je vous ai présentée à l'instant, puisqu'ici, on est dans une construction d'un cahier des charges, mais à différence de l'achat d'innovation, nous avons déjà une première réponse technologique. Pour faire un dialogue compétitif, on ne part pas de zéro, si vous voulez. Dans un dialogue compétitif, on va dialoguer avec vous pour compléter, modifier ou faire évoluer notre cahier des charges et répondre finalement aux besoins. Et ce qui n'est pas le cas dans le PCP ou PPI, puisqu'on part pratiquement de zéro. C'est juste pour que vous ayez en tête les différents types de procédures de passation des marchés. If we go to the next slide. Alors ici, vous avez le processus classique de passation des marchés. Je ne vais pas trop m'attarder, avec évidemment une phase de préparation où on se réunit avec tous les acheteurs publics. On signe une convention par écrit, on formalise ce partenariat et on va faire ce que l'on appelle la définition conjointe des besoins. Alors, ce sont des discussions qui sont assez bien organisées pour identifier les priorités dans chacun des pays membres et des acheteurs publics potentiels. Ensuite viendront les phases des consultations ouvertes du marché. C'est une partie de ce qu'on fait aujourd'hui avec la publication au journal officiel européen des avis des préinformations, ou Prior Information Notice pour le mot en anglais, qui sont rédigés évidemment en anglais à chaque fois puisque nous sommes dans un cadre européen, mais voilà, on a de la documentation disponible en français tout le long du processus. Et enfin, donc, on va préparer le cahier des charges commun avec les différents interlocuteurs pour la passation de achat d'innovation à la fin du PCP. Next slide, please. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser le chat. Et puis même, par la suite, vous pourriez nous envoyer vos questions. Bien sûr, on sera ravis de vous apporter des réponses. Un mot rapide sur ce que l'avis des publications de marché doit intégrer. C'est dans une optique de transparence sur la procédure. Cet avis doit être donc publié par le pouvoir adjudicateur principal au journal officiel de l'Union européenne en anglais. Dans cet avis, vous allez voir qui sont les acheteurs potentiels et ce que je disais à l'instant, qui sont ceux qui prennent le rôle d'acheteur principal, comment les échanges vont se coordonner, éventuellement l'utilisation d'une plateforme dédiée aux échanges pour le PCP. On va préciser évidemment qu'il s'agit d'un achat public avant commercialisation, donc vous allez retrouver en anglais la terminologie PCP et PPI pour faire référence donc à la directive européenne. On va spécifier, comme dans tout appel d'offres, la date limite de réception des offres, qui doit être d'au moins 2 mois, peut-être plus. On s'adaptera bien sûr par rapport à la réalité du marché. On autorise évidemment la soumission des offres en anglais, puisque c'est la langue de travail de la Commission européenne et puisque nous sommes donc dans une analyse conjointe avec d'autres partenaires. Elles seront largement diffusées sur différents supports de publicité à l'échelle européenne et on doit indiquer les modalités d'obtention des documents de la consultation, évidemment, dans l'appel.
If you go to the next slide. Concernant la méthodologie des passations des marchés, nous sommes donc dans un appel d'offres qui va prendre en compte les résultats de la consultation du marché. C'est tout l'intérêt de ce type de marché public, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'un cahier des charges défini par l'administration publique, mais ce sera le résultat de cette consultation de marché, de la définition des cas d'usage et de ces échanges que nous aurons avec vous pour concevoir donc les bases fonctionnelles avec des spécifications précises en termes de performance des attendus qui vont donc se retrouver dans le cahier des charges. On va décrire évidemment le processus d'évaluation, de sélection des soumissionnaires pour cette première phase du PCP, la deuxième et ainsi de suite. Les exigences minimales auxquelles les sous-traitants, donc les opérateurs économiques, doivent se conformer pendant le PCP. Toutes les dispositions relatives aux droits des propriétaires intellectuels seront abordées dans la passation des marchés. Il y aura des annexes spécifiques à ce sujet, confidentialité, la publicité, etc. Et une partie dédiée aux règles sur le droit applicable et au règlement des litiges sera également disponible dans les pièces du marché. Il y aura évidemment des engagements des deux parties. Côté administration, on fait en sorte de s'engager sur cette démarche transparente et ouverte à tous les candidats. Et on organisera donc des sessions d'information avec les industriels ou les entreprises pour avoir donc des compléments d'information si besoin pendant la phase de publication du marché. If you go to the next slide. En somme, dans cette méthodologie de passation des marchés, nous avons utilisé l'approche de l'évaluation, c'est-à-dire on a évalué tous les aspects liés à la fois à la commande publique et à la commande publique d'innovation, puisqu'elle est particulière, avec la définition des critères de manière collégiale, non discriminants, et qui vont permettre donc de faire le meilleur choix. Et on aura donc une approche contractuelle également pour proposer le meilleur véhicule contractuel, si je peux dire ainsi, pour que les commandes finalement soient passées de la meilleure façon et faire en sorte que ça soit assez souple et flexible. Très bien, donc j'en ai terminé. If you go to the next slide, Nina, please. Sur la partie achat public, je vais passer maintenant très rapidement à la présentation. J'ai pris un peu de retard, je m'en excuse. Sur la présentation des cas d'usage et des besoins associés. Donc ici, c'est le travail de notre partenaire Diginov, italien, qui a conduit un certain nombre d'ateliers avec l'ensemble des partenaires pour identifier les challenges et les situations à risque qui devraient être priorisées dans ce projet. If we go to the next slide. Alors ici, vous voyez la méthodologie qui a été mise en place, qui est très intéressante. Alors, je ne dis pas ça puisque je fais partie du projet, mais elle est véritablement intéressante dans la mesure où on a fait plusieurs étapes avec une première mise en commun des identifications de menaces et de vulnérabilités. Donc, chaque membre du consortium a été invité à donner en amont quelles sont les situations qu'il a pu identifier en matière de lacunes technologiques, des réponses à des besoins, avec une identification des premières situations de cas d'usage qui pourraient être utilisées dans le cadre de ce projet. Donc, c'était des réunions collectives, avec tous les partenaires, avec des discussions ouvertes. Est-ce que le délit d'obtempérer est aussi prioritaire en Espagne, au Portugal qu'en France? Ces discussions-là, on les a eues avec tous les partenaires, avec les opérationnels évidemment, et tous ceux qui sont partie également des utilisateurs finaux. On a eu une phase de travail individuel dans laquelle chaque membre s'est réuni en interne pour définir, un peu décortiquer le travail qui a été fait dans cet atelier collectif et commencer donc à utiliser des grilles qui ont été proposées à cet objectif et harmoniser le travail. Ça nous a amené aujourd'hui à une mise en commun des priorités
Ici, c'est évidemment des débats assez intéressants puisque, comme je le disais, les priorités en matière d'arrêt des véhicules n'est pas le même en France qu'en Finlande, par exemple. Donc, chaque organisation a été invitée à fournir une présentation détaillée des cas d'utilisation proposés. Donc, nous avons soutenu nos cas d'usage et pourquoi, pour nous, ils étaient prioritaires. On est passé par des processus classiques de votation avec les partenaires et on a retenu donc aujourd'hui les 3 cas d'usage que je vais vous présenter après. If you go to the next slide, Nina, please. Donc, vous voyez ici, nous sommes passés de 10 cas d'utilisation identifiés avec l'ensemble des partenaires à une réduction de ce nombre de cas d'utilisation. Donc, on est passé de 10 à 6. Et sur les 6 cas d'études, alors je ne vais pas les nommer tous puisque ce n'est pas intéressant, on a identifié en fonction des priorités données par les utilisateurs finaux et les services de sécurité sur les menaces les plus importantes, identifier les lacunes opérationnelles et donc les priorités partagées par les utilisateurs finaux également. If we go to the next slide. Donc, sur la base de 6 cas d'utilisation que vous avez vu consolidés, ces travaux ont permis de coordonner l'extraction des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles pertinentes. Donc, c'est important de le souligner. On est parti du postulat que la meilleure façon de faire converger finalement les besoins des différents partenaires, c'était le focus sur les exigences fonctionnelles en matière de sécurité, avec une liste d'exigences qui sont liées à la détection, à la prise de décision, à l'arrêt à distance, c'est-à-dire des situations comme éviter des dommages collatéraux, des complexités d'urbanisme. Est-ce que nous sommes dans un contexte urbain, périurbain, rural, etc. Les nombres d'opérationnels disponibles pour faire face à ces situations-là. Donc, tous ces aspects ont été identifiés pour choisir donc les 3 cas d'usage. On a nous-mêmes défini notre priorité et donné la priorité de notre point de vue pour les autres partenaires. Et donc, au niveau du consortium, nous avons fait le choix avec l'application de cette méthode sur les grilles standards que nous avons utilisées pour arriver donc aujourd'hui à ces 3 cas d'études que je vais vous présenter tout de suite après. Nina, je vais go to the next slide. Alors, les 3 cas d'usage, alors, on aura certainement une mise à jour dès la description de ces cas d'usage, puisque nous sommes encore en train de peaufiner notamment la définition, mais il est peu probable qu'il change, en tout cas dans les grandes lignes. Vous avez le premier cas d'utilisation, c'est un scénario complexe de menaces et de poursuites par un véhicule automobile. Dans ce cas d'utilisation assez complexe, on a mis en valeur une situation qui est malheureusement s'est déjà produite, dans laquelle on a identifié un véhicule par un système de lecture automatisée des plaques, le système LAPI, mais ce n'est pas le seul. D'ailleurs, ça fera partie des choses que l'on devra mettre à jour, puisque le véhicule peut être fléché par un autre système, qui va s'engager dans une série d'activités criminelles, y compris une attaque préméditée par un véhicule bélier dans une zone urbaine très fréquentée, et qui peut aboutir, par exemple, à une poursuite à grande vitesse dans les rues de la ville et avec une éventuelle course-poursuite transfrontalière. Donc, vous voyez, on a rajouté des éléments de complexité pour que le cas d'usage soit plus pertinent et que ça puisse évidemment permettre à plusieurs acteurs de donner une réponse. Le cas d'utilisation numéro 2, nous avons ici une menace urbaine qui implique donc des motos gros cylindrées et des véhicules électriques. On a changé donc la typologie de véhicules. Et on a fait référence à une série de vols dans un magasin de luxe dans le centre de Paris, lié à une bande criminelle. Donc, il y a une détermination du type d'acteurs et avec donc, le véhicule, en l'occurrence des motos gros cylindrées et des vélos électriques. Voilà. Donc, pareil, on tient compte de l'agilité de ce type de véhicule pour commettre des actes criminels, évidemment, d'une bande organisée. Donc, il y a quelques informations sur le fléchage potentiel de ce type de criminels et donc la complexité également du périmètre urbain. Dans le troisième cas d'utilisation, nous avons un conducteur en détresse
ou sous l'influence des stupéfiants au bord d'un autocar bondé, donc 81 places, qui circule dans le centre de Londres en pleine heure de pointe et qui commence à changer sa trajectoire. Donc, on a identifié un changement soudain du comportement du conducteur, ce qui devrait donc alerter les autorités pour une potentielle détresse du conducteur ou un passage à l'acte s'il s'agit d'un acte criminel. Donc ici, nous sommes également sur les dommages collatéraux, non seulement les victimes qui peuvent aboutir finalement de l'autocar, mais aussi tous ceux qui seraient aux alentours. Donc voilà les 3 cas d'usage. Encore une fois, on est en train de peaufiner et à la fois la définition des exigences fonctionnelles et le contexte finalement des 3 cas d'usage, mais soyez rassurés, ça sera détaillé dans la procédure de PCP. Alors, dernière slide, if you go to the next slide, please, Nina. Nous avons identifié à ce stade, et c'est important déjà que vous l'intégriez, ces exigences qui vont conduire et quelque part orienter le travail et le choix que nous allons faire. Sur la détection et l'identification de menaces, le système devrait permettre d'identifier en temps réel les véhicules à haut risque et les substances psychoactives illicites, de détecter le comportement éventuel du conducteur dangereux, évaluer les conditions environnementales, etc., qui peuvent donc nous permettre une meilleure reconnaissance des menaces potentielles et de la réaction du conducteur. On parle ici d'incidents. On a voulu trouver un terme assez large pour identifier la situation à risque. Donc, avant l'incident, il faudra que la solution proposée nous permette de nous assurer d'une vérification fiable de la menace, de la disponibilité des ressources, de la communication interagence, l'interopérabilité entre les services de secours, de police, des renseignements éventuels sera quelque chose qui sera regardé vraiment avec attention particulière, puisque cette notion d'interopérabilité est essentielle dans ce type de projet. Et plein d'autres. Pendant l'accident, par exemple, le système devrait nous permettre un suivi en temps réel, de mise à jour adaptative, définir pourquoi pas une stratégie de communication fiable entre plusieurs agences de sécurité, avec une reconnaissance de la situation et tout en garantissant que le véhicule est arrêté dans des conditions de sécurité optimales. Après l'incident, viendront toutes les phases des mises en œuvre des outils des collectes des preuves, des documentations des événements, d'évaluation des dommages et évaluation post-opération afin de soutenir les enquêtes, processus juridique et amélioration continue. Donc, le système devra évidemment nous permettre cette remontée d'informations attendue après l'incident. Adaptation à l'environnement, la solution devra s'adapter à tout type de conditions climatiques. J'ai parlé tout à l'heure de la Finlande. Est-ce que la solution envisagée est déployable dans un véhicule qui roule essentiellement sur la neige ou en montagne, etc. Donc, ce sont des conditions à prendre en considération dans les exigences. Des différentes typologies de terrain, difficiles d'accès, et tout en atténuant évidemment les risques associés. Les exigences de coordination externe, mettre en place des protocoles solides, des systèmes d'interopérabilité, nous y revenons, sur des outils de communication clairs qui permettent donc une collaboration inter-agences, inter-États membres, je dirais aussi, efficace et qui respecte donc les protocoles internationaux en vigueur. Sur la réglementation juridique, veiller à ce que la solution, évidemment, réponde à toutes les exigences en matière de protection des données, des propriétés intellectuelles, de protection de l'image, etc. Et d'autres exigences qui ne sont pas, je pense à ce stade, discriminatoires, sur les exigences centrées sur l'utilisateur, l'interaction avec le public et la communauté et l'évaluation au retour d'informations, mais elles pourront être complétées par d'autres exigences que nous allons découvrir d'ici la publication du PCP. J'en ai terminé sur la partie présentation de la stratégie d'achat et d'usage. Je vous inviterai par la suite donc, à poser vos questions si vous en avez, et je vais passer la parole à ma collègue Gaëlle Casagrande sur la présentation de l'état de l'art. Gaëlle, si tu es disponible.
Sinon, je peux enchaîner parce que Gaël avait quelques difficultés de connexion ce matin, donc pas de problème. Sur la présentation de l'art, de l'état de l'art, pardon, nous avons fait un travail assez complet. Alors ici, vous avez la synthèse. If you go to the next slide, Nina, please. Vous avez la synthèse finalement des résultats en matière technologique, notamment les brevets présélectionnés, qui nous permettent donc d'obtenir les résultats suivants sur le cas d'utilisation numéro 1. Donc, si vous vous rappelez, le véhicule bélier en zone urbaine, avec quelques types de technologies qui pourraient éventuellement répondre à cette obligation. Donc, vous avez le système de reconnaissance des plaques d'immatriculation. Vous avez des systèmes de contrôle de la conduite autonome. Vous avez des systèmes d'arrêt d'urgence, etc., qui sont proposés aujourd'hui par les constructeurs, en tout cas pour les véhicules les plus récents. Des systèmes de reconnaissance des caractères. Alors, vous m'excuserez, je ne connais pas trop la technologie, mais il me semble que ce sont les sigles utilisés dans le milieu qui permettent donc d'extraire un numéro alphanumérique de l'image de la plaque. Donc, ce sont des systèmes qui peuvent être croisés et qui pourraient éventuellement répondre au cas d'utilisation numéro 1. Des systèmes de gestion des routes à la demande, avec des systèmes de localisation adaptées, déployables en zone urbaine ou en zone rurale, etc. Aujourd'hui, nous avons donc des résultats de l'application de ce type de technologie, comme par exemple les étiquettes RFID pour le suivi des véhicules, des plateformes de communication basées sur le cloud pour assurer la coordination, notamment en cas de grosses poursuites transfrontalières. Priorité aux véhicules d'urgence et partage de la localisation en temps réel. Donc, ce sont des choses que l'on peut faire aujourd'hui grâce à ce type de technologie. On peut identifier des véhicules en temps réel et coordonner donc avec les forces de l'ordre. On peut faire des analyses vidéo et audio pour détecter les comportements suspects ou criminels, etc. Et donc, même avoir aujourd'hui des modèles de trafic qui nous permettent donc d'analyser les informations et les données sur l'utilisation des véhicules. Alors, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais vous aurez vu, et ça fera partie des livrables qui sont consultables sur le site internet d'Intercept, sur finalement l'étude que l'on a menée sur les solutions existantes et comment elles peuvent répondre à nos besoins. If we go to the next slide, Nina, please. Alors, concernant le cas d'utilisation numéro 2, ici, nous sommes sur les motos. Donc, vous avez vu, dans les divers types de technologies, vous avez les unités des contrôles de surveillance, la détection des événements d'urgence également, la communication avec la station de base du drone lorsqu'on déploie des moyens aériens, des systèmes d'algorithmes qui permettent la prise de décision dans certains contextes, des communications évidemment en temps réel, l'utilisation des bandes ultra larges pour mesurer la distance et la reconnaissance des espaces entre deux véhicules, des communications réseau, le déploiement automatisé d'un drone, de streaming vidéo en temps réel avec des images qui permettent donc de détecter la trajectoire d'un véhicule ou analyser donc les comportements suspects. Et l'utilisation de ce type de technologies ont permis aujourd'hui d'aboutir à des systèmes qui permettent donc la surveillance par un drone, multicaméra avec imagerie thermique pour la détection des véhicules en temps réel. C'est pour vous donner un exemple. Ici également, ce sont des résultats prouvés, mais qui vont répondre évidemment à des exigences, notamment sur le plan légal, sur l'utilisation des images et y compris sur l'utilisation des drones en milieu urbain. On peut aujourd'hui, avec un système de reconnaissance varié, identifier des conduites imprudentes. Pour vous donner un autre exemple, avec des véhicules qui sont pour le véhicule d'intervention, pardon, qui pourraient donc servir aux forces de sécurité.
Vous avez également d'autres systèmes d'analyse sur le comportement à risque qui permettent donc d'alerter les forces de l'ordre en temps réel. Ici, on a plus ou moins identifié majoritairement des systèmes de communication qui sont prouvés et qui permettent donc d'avoir des échanges en temps réel. D'autres systèmes qui permettent donc d'avoir une interface entre l'utilisateur et les forces de l'ordre par une interface graphique et qui nous permet donc de déclencher des alertes sur des observations des drones en temps réel. Des systèmes de reconnaissance analytique qui fonctionnent avec plusieurs types de caméras, y compris caméras fixes de circulation, des caméras aériennes, donc le système CCTV, donc la surveillance par des moyens aériens et par des moyens de vidéo existantes donc, dans les différentes régions. Donc, vous voyez, ici, on n'a pas une seule solution qui répond à notre cas d'utilisation, mais nous avons identifié les technologies existantes avec des résultats qui sont déjà prouvés et qui pourraient donc répondre en partie à nos besoins. Et enfin, if you go to the next slide, Nina, please. Sur le cas d'utilisation numéro 3, thank you. Ici, vous avez des technologies existantes sur l'exécution autonome des arrêts d'urgence, l'identification du véhicule cible, la surveillance à distance et des véhicules et qui permet donc de regarder aussi son fonctionnement. La reconnaissance de comportements suspects, des systèmes de surveillance du conducteur qui sont intégrés dans les véhicules les plus récents et dans certains véhicules électriques. Détectent donc des états anormaux du conducteur sur la somnolence, la capacité, etc. Des erreurs de trajectoire, par exemple. Et d'autres systèmes qui permettent l'activation à la commande à distance. Donc, certains véhicules permettent aujourd'hui d'activer à distance certaines commandes comme le verrouillage de portes ou des verrouillages qui sont faits que par le propriétaire du véhicule. Donc, ce sont des technologies déjà existantes qui pourraient répondre donc, à nos cas d'utilisation. Avec des résultats qui sont ceux des systèmes de décélération d'arrêt d'urgence des véhicules, donc assistés par l'intelligence artificielle. Il est possible aujourd'hui, avec l'utilisation de cette technologie, de décélérer et donc d'éviter des dommages dans certains cas, dans certains types de véhicules uniquement, assistés par des IA. Contrôle en temps réel de l'état du conducteur, de la vitesse. D'autres systèmes permettent aujourd'hui de immobiliser un véhicule à condition que celui-ci s'arrête. Donc, s'il s'arrête une première fois, il peut être arrêté à distance, ce qui ne correspond pas tout à fait aux exigences de notre projet, mais ce sont des solutions existantes. Avec des systèmes de capteurs qui peuvent être utilisés pour détecter la présence d'un conducteur et des surveiller en permanence son état physique, ce qui implique évidemment une intervention au préalable dans le véhicule concerné. Des systèmes d'arrêt d'urgence qui peuvent recevoir des signaux d'arrêt de la part d'utilisateurs du véhicule qui ne conduisaient pas. Voilà, donc ce sont différents résultats d'utilisation de ce type de technologie. Ici, si vous vous rappelez, nous sommes dans le cas d'usage avec l'autocar, donc potentiellement très dangereux, notamment pour les occupants, si on se réfère par exemple à un autocar avec des écoliers. Donc, il faudra faire en sorte de communiquer avec le conducteur, identifier tout type de comportement à risque et pouvoir donc neutraliser ce type de véhicules qui peuvent être très, très dangereux et donc causer pas mal de dommages collatéraux. If we go to the next slide. Bon, j'en ai terminé de mon côté. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, je vous invite à poser vos questions sur la démarche d'achat public si vous en avez et également sur la définition des cas d'études. Mais comme je le disais, ils seront donc présentés dans les étapes qui vont suivre, qui mon collègue Alberto va vous présenter par la suite. Donc, quelles sont les activités à venir et je vous remercie pour votre attention. Alberto. Merci beaucoup, Georges. Donc, je vais continuer sur la dernière partie de notre présentation. Donc, il s'agit là d'évoquer les objectifs de la consultation de marché.
et aussi donc l'organisation des activités qui seront en lien avec cette démarche. Donc, nous avons discuté plutôt des éléments un peu plus théoriques sur les pratiques d'achat, pré-commercialisation. Et par contre, nous sommes encore au stade de la consultation, et donc c'est là que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, puisqu'on en est sur des travaux préparatoires. Donc, next slide, Nina, s'il te plaît. Merci. Donc voilà, une consultation ouverte sur le marché, c'est assez simple. Le principe est simple, c'est-à-dire que les pouvoirs adjudicateurs doivent procéder à des consultations en vue de préparer les passations de marché. Et donc, en fait, sans mauvais jeu de mots, c'est pour éviter aussi qu'on soit à côté de la plaque. Et donc, c'est là que vous, en tant qu'expert de l'industrie, vous pouvez apporter donc tous les éléments qui permettent d'affiner ces travaux avant PCP. Next slide. Donc, comme comme vous avez pu déjà l'entendre aussi, par ailleurs, ces consultations sont organisées pour combler un peu le fossé entre l'offre et la demande. C'est assez normal puisque les acheteurs peuvent être experts dans leur domaine, mais c'est les industriels qui peuvent donner vraiment fournir tous les éléments précis par rapport à ce qui en est de l'état de l'art, mais aussi des innovations récentes, et aussi la faisabilité du projet, puisque parfois on peut aussi se rendre compte que le marché n'est pas prêt ou que les innovations ne sont pas euh, assez fines pour pouvoir être exploitées. Et donc, c'est à ce moment-là qui entre en jeu donc ce dialogue qui est important et qui donc vous permet de vous exprimer au maximum. Next slide. Et donc, voilà, les objectifs, c'est ce qu'on vient un peu d'évoquer. Donc, valider ce que nous, on a pu analyser en amont. Donc, on vous a expliqué tout le processus avec la méthodologie inhérente. Voilà, on a essayé d'apporter de faire un travail méthodologique assez fin. Mais voilà, il faut que vous puissiez aussi vous exprimer là-dessus. Et donc, il faut vous sensibiliser toutes les parties prenantes et pour le prochain PCP. Et donc, avoir toutes les informations qui permettent de préciser voilà, les résultats des travaux. Next slide. Et donc, il y a aussi une partie où donc c'est les sessions de e-pitching, donc c'est en ligne, qui sont des réunions qui permettent de présenter les solutions aux acheteurs. Donc, on a un peu passé en revue des technologies qui peuvent être intéressantes, mais là, ça sera le moment pour chaque compagnie, chaque entreprise, voilà, dans toute l'Union européenne, de pouvoir les présenter. Voilà. Et donc, ça permet de bien connaître vos solutions. Voilà. Next slide. Donc voilà, le fonctionnement est assez simple. Donc, on définit les défis, les besoins et ce qu'on vous a communiqué. Donc, c'est à partir de là que je vous dirai les dates tout à l'heure. Vous pourrez présenter, dans tous les cas, les fournisseurs qui le souhaitent peuvent présenter les solutions existantes. Il y aura des questions, une séance questions-réponses pour pouvoir
dialoguer, avoir toutes les réponses aux interrogations respectives, et aussi commencer une étape de suivi en lien avec les fournisseurs sur leurs solutions, ce qui donc peut amener aussi à avoir d'autres moments d'échange. Voilà. Et donc c'est là qu'on lance tout le dialogue entre acheteurs et entreprises ou fournisseurs spécifiques pour les solutions spécifiques. Next slide. Donc, vous avez le calendrier. Donc, on vous a déjà dit qu'il y a eu dans toute l'Union, enfin, dans tous les pays partenaires, des réunions pour pouvoir présenter donc l'équivalent de ce qu'on est en train de faire. Et ensuite, il y aura toutes les autres étapes où vous pourrez apporter vos contributions. Donc, on va vous soumettre, on vous a déjà soumis un questionnaire, on a déjà soumis un questionnaire qui est en ligne, RFI, Request for Information. Et donc, la deadline, ça sera le 23 mai 2025. Et donc, je vais tout à l'heure vous présenter un tout petit peu les questionnaires. Pour les sessions il y aura donc un rapport le 30 mai qui sera publié. Et les sessions de e-pitching en ligne, il y en a 3, le 3, le 4 et le 5 juin 2025. Donc, comme on a dit, la possibilité pour les fournisseurs de présenter leurs solutions dans toute l'Union européenne. Ce qui va donc découler sur l'événement à Varsovie le 25 juin. Voilà, pour faire un point d'étape, pour voir où l'on en est, consolider les résultats. Et après, toute la publication aura lieu le 4 juillet 2025, ce qui qui marquera aussi la fin des consultations. Et voilà, ça c'est toute la partie où vraiment les fournisseurs peuvent vraiment avoir un rôle majeur dans l'affinement des travaux préparatoires. Next slide. Donc voilà, là c'est des étapes dont on a parlé. Donc on a mis un avis de préinformation que vous pouvez toujours trouver sur la plateforme des tenders de l'Union européenne. Les documents sont publiés. On a donc les questionnaires aussi que vous pouvez remplir facilement. Et donc, les résultats seront publiés de façon anonyme. Voilà. Si vous avez plus de questions, on pourra en parler sur le temps d'échange. Mais voilà, n'hésitez pas. Hein. C'est le moment de dialogue pour pouvoir avoir les meilleurs résultats possibles. Next slide. Voilà, là, vous avez si vous êtes fournisseur de technologie, là, vous pouvez répondre, vous pouvez scanner le QR code pour trouver le formulaire en ligne que je vous présente là. Next slide. Ça, c'est avant le 23 mai 2025. Voilà, la logique est assez simple. Hein. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir toutes les informations sur le fournisseur. Et donc, on a en première partie le profil de l'entreprise. Et donc, et après, tous les défis et exigences du PCP. Voilà, si vous identifiez, la description des fonctionnalités techniques, les mécanismes de sécurité, l'identification des obstacles, et aussi une estimation du budget pour le développement des prototypes éventuels. Et next slide. Et donc là aussi, ça sera pour la troisième partie, indiquer la maturité technologique, par exemple, les aspects innovants, des informations sur les technologies brevetées et les obstacles potentiels.
et après, toute information qui vous paraisse pertinente pour la description et pour donner toutes les informations. Et ensuite, next slide. Voilà, on a aussi pour les utilisateurs finaux, puisque comme les fournisseurs stratégiques ont un rôle majeur, donc on a eu aujourd'hui aussi des participants qui sont parmi les utilisateurs finaux. Sur next slide, ils vont avoir un questionnaire aussi et qui porte sur les besoins et les lacunes opérationnelles, et donc qui prennent en compte les cas d'études qu'on a développés. Donc, c'est toujours le moment de pouvoir avoir un retour sur ce qu'on a pu affiner, puisque on a déjà, comme on a dit, suivi la méthodologie, mais toutes les expériences sont bonnes à prendre, et les retours aussi, puisque on l'a déjà dit, mais pour les utilisateurs finaux, on est tous, tous les utilisateurs finaux sont dans différents pays de l'Union européenne, avec des pratiques différentes, avec des enjeux différents, qui sont dus par exemple, si on travaille en milieu urbain, en milieu rural, sur un pays qui est très peuplé, en fonction de la densité de population aussi, sur les forces disponibles aussi. Et donc, chaque point de vue est très intéressant pour faire en sorte de s'aligner avec la réalité du terrain. Voilà, et ensuite, pour un next slide, voilà les contraintes. Donc, comme j'ai dit, les attentes et les contraintes techniques, ce que chaque utilisateur final peut avoir en fonction des pratiques, en fonction du temps de réponse, l'environnement, comme je viens d'évoquer. Et aussi, une question importante qu'on a déjà soulevée aussi en termes de considérations juridiques, éthiques et sociétales quand on a fait les discussions avec les partenaires. Et ça, c'est très important parce qu'on voit que ces solutions-là vont être des solutions grand public, enfin, qui vont quand même avoir un impact sur le grand public et sur l'opinion publique aussi. Donc, voilà, il y a peut-être des réflexions à mener là-dessus aussi. On en a déjà beaucoup parlé avec les utilisateurs finaux qui semblent tous assez sensibilisés sur la question, enfin, sur comment on pourrait répondre. Mais voilà, il y a toujours des éléments à rajouter. Et voilà, et c'est là que si vous êtes, par exemple, aussi dans une position où, en tant que chercheur, par exemple, ça peut être intéressant d'avoir un retour. Voilà, next slide. Et on a aussi donc la faisabilité, donc pouvoir être à même de participer à des projets pilotes. Voilà, quelles sont les contraintes budgétaires, d'approvisionnement, voilà, tous les enjeux qu'on peut avoir en termes industriels, puisque voilà, nous, on a des besoins, on essaie de les combler, mais il faut aussi prendre en compte la réalité du terrain. Et c'est là que vous pouvez donc partager voilà, les éventuelles difficultés ou les enjeux ou les défis aussi à relever, voilà, pour pouvoir répondre à ces besoins. Voilà. Et donc, on rappelle que la date limite est fixée au 23 mai. Voilà. Donc, moi, je suis à la fin de partie. J'espère que d'avoir été assez clair sur ces points. Mais dans tous les cas, on pourra toujours répondre à toutes vos interrogations. On sera ravis. Voilà, n'hésitez pas. Je ne sais pas si dans la salle, mes collègues veulent ajouter des éléments. Mais sinon, on peut passer à un temps d'échange. Voilà, s'il y a des questions,
parmi les participants. Voilà. Merci beaucoup. Gaël. Merci à toi. Oui, peut-être si Gaël, tu veux rajouter quelques minutes, sinon. Ouais, non, pas. Je vous présente mes excuses. Effectivement, j'avais un petit call à 11h là pour voilà, et c'est tombé malheureusement sur ma présentation des diapos. Juste deux choses. Ce qu'on s'était dit hier par rapport au nombre de cas d'usage. Effectivement, alors là, je vois que Trac est reparti, mais au moins pour Raphaël et Serge. Sur le RFI en ligne, il y a encore les 6 cas d'usage. 3 ont déjà été présélectionnés. Donc, c'était pour savoir comment les industriels pouvaient se recaler ou à quel moment, en tout cas, les cas d'usage, les 3 cas d'usage éliminés le seraient sur le RFI. Oui, merci Gaël. C'est un point très important puisque on a eu la confirmation ce matin par un PPHS, donc notre partenaire polonais, qui nous a confirmé qu'effectivement, quand vous allez sur la RFI, sur les fournisseurs de technologie, vous allez retrouver les 6 cas d'usage plutôt que 3, alors que nous avons déjà fait le choix finalement sur les 3 cas d'usage. Voilà, ce qui n'empêche finalement à ce que vous puissiez aussi nous faire un retour sur les 6 cas d'usage. Peut-être que ça va nous mener à revoir ces 3 cas d'usage avant la publication. Donc, on vous invite tout de même à vous prononcer sur les 6 cas d'usage si vous trouvez ça pertinent. Voilà, donc ça n'empêche finalement la réponse de nos partenaires et surtout nous faire remonter toutes questions que vous auriez par la suite. Mais voilà, c'est que en fait, c'était en question de timing puisque le choix a été fait presque en même temps qu'on est passé de 6 à 3 finalement. Et le deuxième point, en termes technologiques, c'est vrai qu'en France, on est assez limité sur l'utilisation des matériels. Et l'arrêté qui gère ça est en cours de discussion, est en train d'être revu pour être élargi. Donc, il ne faut pas hésiter à présenter des solutions technologiques différentes. Voilà, parce qu'on travaille sur la réglementation et on espère que ça aille vite et ça pourrait aller très vite. Donc, Oui, par rapport à ce point qu'on soulève souvent, donc toute la partie liée aux normes, il faut toujours rappeler que ce qui est interdit dans un pays peut-être ne l'est pas forcément dans un autre État membre, et qu'il vaut la peine d'aller creuser. Et c'est ce qui fait partie aussi des restitutions qu'on a lors des travaux préparatoires, d'aller vérifier un peu ce qui se passe à droite et à gauche pour avoir un paysage législatif et des normes des différents États membres, puisque les normes de sécurité en général sont des normes qui dépendent des États membres pour la plupart. Donc voilà, ça peut être... donc c'est super intéressant qu'on soit à une révision peut-être de l'arrêté, mais voilà, il y a toujours peut-être matière dans d'autres États membres de l'Union européenne. Voilà. Merci à tous les deux. C'est vrai que c'est un point essentiel. Vous l'avez bien souligné sur ce qu'on peut faire éventuellement dans ce projet. Alors, on n'a pas la prétention d'aller modifier les textes peut-être au niveau européen, mais pourquoi pas. La Commission n'est pas fermée à ce que justement il y ait une démarche du bas vers le haut, justement, pour que ce soit les services opérationnels qui fassent remonter tout blocage, y compris juridique, dans l'application des solutions innovantes. Donc, alors, ça ne se fera pas tout de suite après le PCP, mais comme le soulignait Alberto, on pourrait même proposer à la Commission européenne de modifier certaines règles pour faire une application au niveau européen. Donc, je ne vous fais pas des promesses évidemment politiques ou autres, mais la Commission n'est pas tout à fait fermée à ce qu'on puisse faire des propositions finalement sur ce qui la réglementation devrait intégrer pour ce type de déploiement de solutions innovantes. On va vous donner, si vous le permettez, la parole pour des questions que vous auriez. Alors,
vous avez la chance de pas être très nombreux, donc on pourrait vous répondre éventuellement avant la clôture de la session. Donc n'hésitez pas, mais si jamais vous avez d'autres questions, on les recevra bien évidemment par mail si besoin. Donc la parole est à vous. Si vous avez des questions ou des commentaires. Oui, moi je veux juste vous remercier pour cette présentation très complète et très aidante pour se repérer un petit peu dans les appels d'offres, c'est quand même toujours assez complexe pour les industriels. Ça reste un sujet, voilà. Donc là, j'ai trouvé ça particulièrement aidant, détaillé, assez clair. Donc du coup, à ce niveau-là, je n'ai pour l'instant pas de questions. Ça viendra probablement, je vais faire un compte rendu à Michael Saint-Marcoux, qui est notre directeur commercial, qui reviendra peut-être vers vous avec des compléments d'information. Mais pour l'instant, à mon niveau, j'ai à peu près tout ce dont je pouvais avoir besoin pour continuer à avancer jusqu'à l'étape suivante déjà. Voilà, merci à vous. Très bien. Merci pour votre retour. Là, l'invitation reste ouverte, évidemment, même si vous avez des échanges avec des partenaires. C'est important aussi de savoir si finalement vous allez trouver une opportunité de nous accompagner dans cette démarche. J'insiste en dernier justement sur l'importance de travailler avec vous sur le développement de ces solutions. Vous l'avez vu, on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut. Sinon, on aurait tout simplement lancé un appel d'offres ouvert, comme on fait de manière assez classique. Donc, c'est là où on a vraiment besoin de vous. Gaël l'a rappelé, en France, on a effectivement une réglementation assez stricte, mais on a aussi des industriels très puissants et qui sont dans l'innovation. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir porter au nom de la France nos innovations et faire en sorte finalement de proposer des solutions adaptées à nos collègues qui sont sur le terrain. Je passe la parole à Alberto pour la clôture, sauf si vous avez d'autres questions avant. Lucas, je te laisse la mot de la fin. Eh bien, merci effectivement tout d'abord à Georges et Alberto pour les présentations voilà, liées aux enjeux concernant le projet Intercept aujourd'hui. Puis merci effectivement pour votre retour, Madame Robert, qui est effectivement intéressant pour nous, puisque effectivement, oui, comme Georges vient de le dire, le plus important pour nous aujourd'hui, là je parle au nom à la fois de la DCIS et des partenaires du projet Intercept, est bien de répondre non seulement à l'enjeu posé par le projet, l'enjeu voilà, posé par l'immobilisation de véhicules récalcitrants, mais au-delà de ça, oui, c'est voilà, de véritablement proposer des solutions innovantes qui ne sont pas forcément disponibles maintenant, auxquelles nous-mêmes, on ne pense pas forcément en tant que partenaire. Voilà, ni Georges ni moi ne sommes techniciens, ne sommes opérationnels voilà, sur les questions techniques. Et donc, c'est toujours intéressant, effectivement, voilà, d'avoir ces conversations avec les industriels d'une part, avec les opérationnels d'autre part. Monsieur Dejoie les représente aujourd'hui. Et donc, c'est toujours bien, effectivement, voilà, d'avoir les retours des uns et des autres pour nous, en tant que projet, nous permettre d'avancer sur ces questions qui représentent des défis certains qu'on ne peut résoudre seul. Voilà. Peut-être le lien du replay ou comment il sera envoyé? Alors oui, ça effectivement, à voir avec Nina. Donc oui, le lien du replay normalement sera disponible pour nous d'abord sur le SharePoint et puis on le partagera, je pense, aux participants voilà, dès qu'il sera disponible et dès que Nina nous l'aura partagé. Voilà. Oui, parce qu'il y avait plusieurs inscrits qui, bon, vraisemblablement, n'ont pas pu être en ligne. Donc, oui, malheureusement. Au moins qu'ils aient l'info et la présentation. Tout à fait, oui. Très bien. Et dernière invitation, donc si vous pouvez participer aux sessions de e-pitching dans lesquelles la parole sera à vous pour présenter vos solutions. C'est vraiment important que vous soyez inscrits et que vous rentriez donc dans la discussion. Je vous ai envoyé les deux liens sur le chat pour les RFI, mais vous pourrez voir évidemment l'inscription aux séances de e-pitching. On a vos coordonnées, donc on pourra vous communiquer aussi en temps voulu les différentes modalités d'inscription aux séances de e-pitching. Et il y aura une dernière session en Varsovie, en Pologne, sur la présentation en présentiel ou à distance de vos solutions. C'est assez intéressant avec la session des matchmaking pour des solutions complémentaires. Mais on vous expliquera bien sûr tout au long du processus les étapes à venir. Merci beaucoup. Thank you very much, Nina, for sharing the slides. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.
Merci, bonne journée. Merci, au Merci. revoir. Bonne journée.